Bonjour, je suis Armand Modaresti, Managing Partner chez Artefact, en charge de la practice CPG Brands. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la data et l'IA dans le secteur des CPG. Et j'ai le plaisir d'être avec Alexis. Merci Arvan, Alexis, je suis également associé au bureau de Paris, également dans la practice Brands et en charge de la practice Data and AI Marketing pour la France. Alors Arvan, tu es un observateur de première ligne des problématiques actuelles parmi les CPG. Quelles tendances observes-tu à travers tous les clients avec lesquels on peut interagir? Alors, on observe 4 grandes tendances. La première, c'est le contre-coup du post-Covid. C'est-à-dire les années fastes de hausse de prix et de volume sont finies. Aujourd'hui, il y a un vrai contrôle des marges et une attention particulière portée à la profitabilité. Et du coup, tout ce qui touche à la data et l'IA doit démontrer un ROI. Le deuxième, c'est tout ce qui va toucher au pilotage des entreprises dans un monde très volatile. On a aujourd'hui des continents qui ont des trajectoires très diverses entre la Chine qui met du temps à récupérer, les États-Unis en grande volatilité et l'Europe qui est un peu entre les deux. Les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles recherchent, c'est vraiment comprendre en temps réel ce qui se passe sur le marché, avoir le pouls du consommateur et bien connaître leurs ventes, en particulier en termes de sell-out. La troisième grande tendance, c'est le risque fort d'intermédiation. Donc ça fait déjà des années que cela dure avec les retailers qui sont venus et on va dire tout ce qui est digital qui est venu s'immiscer entre le consommateur et les marques. Et aujourd'hui, avec les LLM et les agents IA, il y a un risque aujourd'hui pour les marques de perdre ce contrôle-là. Et la quatrième, liée encore à l'IA aux agents, c'est une révolution complète des processus métiers des entreprises de CPG, que ce soit au marketing, au commerce ou aux opérations, où là, il y a des processus entiers qui doivent être redesignés pour servir de manière plus rapide, plus agile et de plus personnaliser les clients. Donc, sur ce premier volet qui touche au besoin de montrer de la performance et du ROI, quels sont les grands leviers sur lesquels travaillent aujourd'hui les CPG? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas attendu 2025 pour parler de ROI, évidemment, mais la pression extrêmement forte, comme tu l'as bien dit, suite à la sortie de cette période de Covid. La différence, très certainement, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de grands groupes sont très équipés pour monitorer et optimiser leur ROI. C'est-à-dire que tous les outils que tu connais bien, marketing, mix modeling, du MROI, tous les tests d'incrémentalité, si on parle de l'univers du marketing, se sont largement diffusés. Le coût d'entrée pour développer ce genre de projet, les développer à travers l'entreprise et aussi encourager son adoption, eh bien tout ça est plus à la portée et il y a plus de maturité dans les organisations. Donc quand le mot ROI est prononcé par en général les CFO, eh bien, que ce soit les équipes marketing, que ce soit les équipes de vente, que ce soit d'autres fonctions, aujourd'hui ont la capacité à répondre et avoir une réponse analytique beaucoup plus robuste. Et donc tous ces sujets-là, encore une fois, qui ne sont pas forcément nouveaux d'un point de vue modèle mathématique, puisque c'est des modèles qui ont entre 5 et 10 ans, aujourd'hui ils sont diffusés et aujourd'hui on a une capacité à piloter le ROI et répondre, que ce soit au niveau du board ou des actionnaires, avec une grande précision et beaucoup de réactivité. Donc voilà, j'ai évoqué le marketing, on parle des ventes, mais tous les domaines finalement sont concernés. Et quand tu parles de marketing, effectivement, quand tu as parlé des ventes plus précisément encore, donc on entend beaucoup parler aujourd'hui de RGM. Ça fait des années, j'ai l'impression que voilà, il y a pas mal d'outils de pilotage de RGM qui sont mis en place. Maintenant, ce qu'on voit, et surtout, je veux dire post-Covid, c'est avant on arrivait à faire des augmentations de prix assez flat, directes, les consommateurs les absorbaient. Maintenant, on vient sur des algorithmes de plus en plus précis, de plus en plus fins pour justement aller optimiser le pricing en fonction des canaux, en fonction des acteurs, en fonction des produits, en fonction des catégories. Et là-dessus, il y a un niveau de maturité qui commence, j'ai l'impression, à augmenter de manière plus large. Oui, et puis on est passé du RGM fait dans des feuilles Excel, comme on l'a connu ces 10-20 dernières années, à du RGM qui est directement intégré dans des dashboards, dans des modèles économétriques, et qui finalement va permettre de piloter les différents niveaux de trade terms, les différentes contreparties commerciales, et qui aussi ouvre la voie à des modes de collaboration plus sophistiqués avec les retailers,
avec des joint business plans qui sont plus riches, avec les contreparties mieux calculées, mieux intégrées dans les business plans. Donc tout ça contribue de manière générale à une élévation de la maîtrise du ROI. Super intéressant parce que ça fait bien le pont avec la deuxième tendance qui est cette gestion de la volatilité où en fait aujourd'hui les marques dépendent énormément des grands panélistes, des Nielsen, etc., sur la compréhension de leur market share et l'évolution des tendances des consommateurs. Et ils travaillent de plus en plus avec les retailers justement pour avoir une donnée encore plus fine et encore plus real-time pour lire en fait, à la maille produit, à la catégorie, selon les canaux, exactement quelle est leur performance. Et ces discussions-là s'intègrent justement dans ces joint business plans avec les retailers pour derrière driver des use cases qui non seulement permettent d'avoir une lecture directe de la performance, mais également de construire des use cases ensemble d'optimisation, qu'elles soient promo, assortiment, prix, etc. Le deuxième élément où la collaboration peut intervenir, c'est plutôt côté consommateur, où l'offre analytique des retailers augmente en termes de shopper, insight, etc., où les marques aussi vont plus seulement dépendre des panélistes ou des cantars, etc., pour comprendre quel est le comportement d'achat des consommateurs, mais justement aller puiser dans ces données qui peuvent être dans des clean rooms, des live ramps, etc., pour aller analyser les phénomènes de migration, les phénomènes de CLTV, pour des marques qui historiquement n'avaient pas du tout accès à ce type de données. Donc la maturité également des CPG dans ce monde-là est en train d'évoluer fortement en collaboration avec les retailers. Qui rejoint d'ailleurs la troisième tendance que tu évoquais au début, qui était celle de intermédiation, désintermédiation, vieux débat. Donc d'un côté, beaucoup d'espoir sur le fait qu'on puisse collaborer mieux entre les marques et les retailers, et puis avoir des stratégies conjointes et permettre aux marques d'avoir une meilleure connaissance du consommateur. Et en même temps, on sait bien que, sans être naïf, il y a aussi une équation économique derrière des retailers qui cherchent à monétiser cet avantage. Que peuvent faire les marques pour continuer à s'équiper et à mieux s'armer dans ce dialogue, pour le dire, faute de mieux, mais ce dialogue avec les retailers? C'est super intéressant parce que historiquement, les retailers étaient un risque d'intermédiation pour les marques. Aujourd'hui, j'ai l'impression encore un plus gros poisson qui va être les outils conversationnels, tout ce qui va être conversational commerce, qui est un risque de désintermédiation sur les retailers également. Et donc en fait, aujourd'hui, les marques et les retailers ont intérêt à collaborer ensemble pour avoir une connaissance encore plus fine de leurs consommateurs, de travailler des activations et des actions commerciales, marketing, voire opérationnelles ensemble pour différencier leur offre, construire des expériences uniques au niveau des consommateurs, que ce soit online ou offline. Et donc en fait, les marques et les retailers aujourd'hui ont tout intérêt à collaborer ensemble justement pour ne pas devenir finalement que des fournisseurs soit de produits, soit de canaux à des acteurs qui commencent aujourd'hui à accaparer le temps des consommateurs, qui vont être les ChatGPT, Perplexity, etc., qui eux n'ont qu'un objectif, c'est d'entrer et de prendre tout le funnel consommateur depuis avant même, on va dire, l'awareness, juste l'intent, jusqu'à la conversion. Tout à fait. Et alors, tu sais, on a fait un certain nombre de tests pour analyser à travers les LLM la position d'un certain nombre de marques de nos clients, pour voir quelle était leur part de voix dans cette nouvel univers de recherche et de prompt. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ça remet un peu la balle au centre. C'est-à-dire que comme on voit beaucoup de prompts ou de requêtes qui sont à la fois très personnalisées, très contextualisées et aussi très
haut, très tôt dans le funnel, en fait, des questions que se posent les gens sur voilà, des questions complexes. Par exemple, j'ai acheté une résidence secondaire, je connais rien à mon assurance, est-ce que tu peux m'expliquer? Je suis en bord de mer, quel type d'assurance serait plus adapté à ma maison en bord de mer? Ou j'ai un choix difficile sur des produits compliqués, etc. Donc des conversations de haut de funnel. Et là, on se rend compte que les cartes sont complètement rebattues parce que voilà, c'est pas le bas de funnel que connaît bien le retailer. C'est un univers d'ailleurs, un niveau que connaît peut-être mieux d'ailleurs la marque. Peut-être une opportunité aussi de, voilà, de rééquilibrer la conversation. Ouais, absolument. Et ça nous mène vers, j'ai l'impression, la quatrième tendance, c'est aussi comment finalement l'AI et la GenAI, qui sont aujourd'hui des risques, hein, de clairs concurrents potentiellement à l'attention des consommateurs et à ce processus, on va dire, de recommandation et d'aiguillage des consommateurs vers les produits, comment les marques peuvent elles aussi maintenant en bénéficier, le leverager, pour derrière justement générer soit de la différenciation sur tout ce qui va être, on va dire, en interface consommateur, donc créer des expériences uniques de D2C. On connaît les marques de cosmétiques qui créent des agents qui aident à choisir directement via des photos du maquillage, soit vers du conversational commerce sur des sites qui sont ownés directement par les différentes marques. Soit le deuxième levier, ça va être de permettre d'être beaucoup plus agile et de servir le consommateur de manière plus précise, plus rapide, donc en transformant certains processus métiers, que ce soit de la R&D au marketing, grâce à l'IA, à faire de la génération, on va dire, de produits beaucoup plus rapides, de les tester d'un point de vue marketing via des campagnes construites automatiquement. Et également une transformation du métier du commerce, où l'on voit de plus en plus en fait les processus historiques de négociation, de listing, qui prenaient beaucoup de temps, qui vont être de plus en plus automatisés pour accélérer en fait tout le processus entre les marques et les retailers. Le dernier levier, également hyper important aujourd'hui, en particulier dans la situation économique actuelle pour beaucoup de ces entreprises, ça va être tout ce qui va toucher à l'efficience. Donc il y a beaucoup de fonctions aujourd'hui qui sont peut-être pas essentielles au sein des marques, pas mal de fonctions support qui, elles, ont vocation à être de plus en plus automatisées grâce à des process standards via des agents, par exemple le purchasing, tous les services financiers, une partie des ressources humaines et voire une partie des processus également marketing qui là on va être vraiment sur des leviers d'efficience pour permettre de réinvestir cette productivité vers de l'innovation et vers de la différenciation. Alors cette efficience, elle est liée à une branche spécifique de l'IA qui est l'agentique, dont on parle évidemment énormément, beaucoup d'espoir sur la capacité à augmenter les collaborateurs. Et alors tu évoquais des fonctions cœur, des fonctions support, et finalement ces marques, ces CPG, dont quelque part le cœur du réacteur est dans leur capacité à avoir un impact commercial et marketing. Mais finalement, ces fonctions commerciales et marketing, elles se retrouvent à avoir des questionnements sur leur fonctionnement, leur valeur ajoutée, comment faire des sauts qualitatifs en réinventant les process du marketing, alors que c'est des fonctions qui jusqu'à présent avaient été relativement peu exposées, en tout cas en termes de process métier, comparé à peut-être supply chain, purchasing, operations, qui avaient été plus déjà potentiellement robotisés. Donc voilà, des nouveaux domaines qui s'ouvrent voilà, pour réinventer les process avec l'IA. Absolument, et dire un peu le fantasme, je pense, dans le secteur, c'est d'imaginer des marques qui sont vraiment AI-powered, où finalement, avec une dizaine d'employés ou une quinzaine d'employés, en automatisant et en AIisant, agentisant toute une partie du processus end-to-end, on est capable de concurrencer des énormes marques qui aujourd'hui emploient énormément de gens, énormément d'expertise, mais de manière probablement pas assez efficiente et pas assez agile. Et donc, c'est une menace d'un côté, mais de l'autre, c'est aussi une opportunité justement pour ces marques de se transformer et de penser totalement un nouveau modèle à la fois d'innovation et de delivery. Alors ça nous amène à une dernière question qui est celle de la disruption et de voilà, la destruction créative. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que l'IA va permettre à des petites marques de concurrencer de manière disproportionnée des grandes marques? Ou au contraire, est-ce que l'IA va encore plus creuser le
l'intervalle entre les marques leaders qui ont les moyens, qui ont les budgets NP, etc., et puis des marques émergentes qui essayent de trouver leur chemin? J'ai l'impression que ma réponse change et évolue dans le temps. Il y a quelques années, j'aurais dit que les marques leaders et les plus gros acteurs ont par défaut un levier et un avantage concurrentiel énorme parce qu'en fait, le, le- la matière première qu'ils ont, c'est la data. Et donc, en fait, ils ont accès à un portfolio et à un historique de données que beaucoup de marques n'ont pas. Donc ça reste un élément différenciant. Par contre, ils avaient un deuxième levier qui était le capital et on va dire la force d'exécution opérationnelle qui était vraiment différenciant dans le passé. Et aujourd'hui, ma sensation, c'est qu'avec l'agentique, il y a toute une partie de ces processus-là en fait, qui peuvent être pensés et repensés et être, on va dire, beaucoup plus efficaces sur une base de design, on va dire, zéro. On part d'une entreprise qui n'existe pas, on crée une marque et on construit une marque de rien. Et donc, je veux dire, la balle est au centre. Il va falloir voir comment les grands groupes évoluent et s'approprient ces technologies-là et transforment rapidement leur processus. Et en même temps, je suis convaincu que des marques très jeunes vont entrer et pénétrer le marché d'une manière fulgurante. Alors ça, on l'a vu dans la beauté, c'est clair. Hein. On a juste tout récemment la marque de Hailey Bieber qui s'est fait racheter par Elf après 3 ans d'existence à plus d'1 milliard de dollars. Donc il y a clairement des marques qui apparaissent. Je ne vais pas dire qu'elle était AI native, mais elle était clairement digital native et elle connaissait tous les codes des social media. Et moi, je pense que demain, toutes les entreprises qui connaissent les codes du social commerce et du conversational commerce, elles, on va probablement arriver à des licornes en seulement 18 à 24 mois. Ça, je n'en ai aucun doute. Et la boucle est bouclée puisqu'on sait qu'un certain nombre de fonds d'investissement ou même de corporate utilisent le pouvoir de la data et de l'IA pour analyser les performances sociales de ces jeunes marques émergentes et arriver à avoir un certain nombre de proxys qui vont être des prédicteurs de la capacité à performer à plus grande échelle, notamment dans l'univers du retail. Et donc l'IA et la data servent finalement dès l'identification de ces cibles, de ces marques qui ont un potentiel pour devenir voilà, des nouvelles grandes marques à intégrer à un portefeuille de groupe, par exemple, pour continuer à grandir. Donc maintenant, concrètement, est-ce que tu as des use cases ou des projets emblématiques à nous partager? Oui, alors j'ai 2 projets qui me viennent à l'esprit. Un premier projet qui a été fait pour Maisons du Monde, donc c'est public, hein, on peut les voir sur le site web, qui utilise l'intelligence artificielle multimodale, c'est à la fois des reconnaissances d'images et de texte. Et donc sur le site de Maisons du Monde, on peut charger une image d'un intérieur qui nous a plu, et l'algorithme qu'on a construit va retrouver tous les éléments de l'image, faire une requête dans la base de données de Maisons du Monde pour retrouver des éléments d'intérieur qui correspondent à l'ambiance et au type de mobilier que tu as chargé dans ton image. Et donc c'est une autre manière de chercher et de naviguer à l'intérieur du site de Maisons du Monde pour une expérience plus riche de la recherche. Ça, c'est le premier use case, très AI Gen AI. Un deuxième use case aussi lié au LLM, c'est la capacité à donner vie à tes données consommateurs, à tes insights. Et donc, au lieu de consommer tes insights sous forme de rapport, PowerPoint ou de dashboard, c'est la possibilité de discuter avec des personas, donc on appelle ça des synthétiques personas, des personas qui incarnent tes consommateurs, que tu vas pouvoir interroger sur leur goût, sur leurs caractéristiques sociodémographiques et autres, et auprès duquel tu pourras même tester des idées de messages publicitaires, voire même des contenus visuels que tu vas leur soumettre et que tu vas ainsi pouvoir pré-tester avant même de demander à des vrais consommateurs. Et donc c'est un gain à la fois de temps et d'insight radical qui va permettre d'accélérer la mise sur marché des produits ou des nouvelles campagnes de publicité et en limitant la recherche conventionnelle aux toutes dernières étapes ou sur des lancements de produits particulièrement critiques. Et j'imagine que ça représente des économies colossales pour les entreprises parce qu'aujourd'hui, ce qu'elles dépensent en termes de consumer intelligence ou de market intelligence, justement avec des panels,
des focus group sur ce type d'analyse, c'est colossal. Exactement. Donc on a fait ça aux États-Unis pour un des leaders du petit électroménager, avec 4 à 5 personas. Mais la vision, évidemment, c'est de pouvoir modéliser une grande partie du marché américain, avec peut-être 80-100 personas, qui représenteront un panel de l'intégralité du marché des consommateurs américains. Alors, Arbon, toi, quels sont les deux use cases qui t'ont marqué dernièrement ? Bah moi, je vais penser plutôt au monde du commerce dans le FMCG. Le premier, c'est un assistant IA à la négociation. Donc là, c'est imaginer en fait tout le travail de préparation de la donnée, de l'aide à la négociation. On imagine tout ce qui existe déjà, et bien sûr des dashboards qui donnent des ventes, les parts de marché, etc. Donc ça, c'est déjà consolidé. Mais l'idée, c'est d'aller chercher plus de données qui va prendre l'historique en fait, des négociations avec ce retailer et aider le commercial à qualifier sa relation avec le retailer. Est-ce que c'est en fait où est la balance du pouvoir en fait entre l'acteur, le FMCG et le retailer, et également en fait l'aider avec des arguments de négociation à la hausse, on va dire en termes de prix ou en termes d'assortiment, vraiment tout au long de la négociation. Donc ça c'est un premier use case qui est en cours coach de négociation. Exactement. À côté de toi, mais sous forme d'intelligence C'est le coach au moment de la préparation et au moment de la négociation. Donc c'est vraiment le d'un coach. bout à l'autre. Exactement. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est entre guillemets moins sexy, on va dire moins AI, mais en fait, je ne veux pas dire plus puissant, mais extrêmement puissant. C'est en fait tout un travail de revue et de remise à plat de toutes les données qui sont collectées auprès des retailers. On l'a mentionné tout à l'heure, hein, il y a tout un sujet autour des données qui sont achetées par les FMCG auprès des retailers, de sell-out, de stock-in-trade, de sell-through, de facing, de shelf availability, enfin toutes ces données-là, et les marques aujourd'hui payent des dizaines, des centaines de millions d'euros par an pour récolter cette donnée auprès des retailers, en plus de ce qu'ils payent les panélistes. Et donc l'idée là, c'est vraiment de revoir de fond en comble en fait comment cette donnée est achetée, comment est-ce qu'elle est contractualisée, quels sont les standards de qualité, quels sont les standards de transfert de données pour automatiser au maximum cette donnée et valoriser au maximum en fait ce qu'ils payent déjà aujourd'hui auprès des retailers pour s'assurer que c'est quelque chose de qualité qui peut être activé, quitte à renégocier également les trade terms aujourd'hui qui incluent cette data pour aller soit faire des économies, soit au moins réinvestir cet argent sur des vrais leviers d'activation, que ce soit promotionnel ou animation magasin. Et donc ça, c'est extrêmement fort parce qu'en fait, tout ce qui est fait là, justement, un feed des use cases type assistant ou coach de négociation, parce qu'ils se nourrissent de cette donnée-là, et deux, ils vont permettre derrière aussi de pousser, on va dire, des expériences plus personnalisées côté marketing ou côté retailer. Un impact économique direct pour les marques. Absolument. Merci Alexis. Merci à toi, Arvan. C'était un plaisir. J'espère que cet échange était riche d'enseignements et on vous dit à bientôt.